reçoit Sarah Knafo. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous ai lu dans le journal du dimanche hier. Vous réclamez l'union des droites. Ça va pas être facile, manifestement. 50 nuances de droite. Sarah Knafo, bonjour. Bonjour Pascal Praud. Bonjour à tous. L'union des droites, c'est une sorte de fantasme. Malheureusement. Alors que la gauche passe toujours du rêve à la réalité. Il n'y a qu'à droite que ça reste un fantasme. Oui, parce que peut-être les gens de droite ne sont pas forcément de droite. Alors là, c'est la palisse. Ça reste un fantasme tant que les autres partis ne veulent pas réaliser ce rêve, qui est le rêve, on l'a vu, dans le JDD de 74% des électeurs de droite. Donc les électeurs la veulent et les politiciens la leur refusent. C'est un peu comme sur l'immigration d'ailleurs. Vous avez toujours des majorités à plus de 70% et les politiciens refusent au peuple ce qu'ils expriment de façon ultra majoritaire. À mon avis, c'est que chacun pense pouvoir gagner seul et tirer les bénéfices politiques seul d'une victoire. Nous, chez Reconquête, on a pris conscience depuis déjà longtemps, je dis chez Reconquête, mais en réalité, Éric Zemmour en parlait déjà depuis 20 ans, avant même d'avoir un intérêt politique à la chose. Donc c'est vraiment qu'on a pris conscience que personne ne pouvait gagner seul. Et on le remarque, même les plus forts n'arrivent pas à gagner seuls. Éric Ciotti aussi en a pris conscience quand il a décidé de rallier le Rassemblement national l'an dernier, mais on voit que ça ne suffit pas. Et que malgré ce ralliement, ils n'ont pas réussi à avoir une majorité. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que pour le premier tour des présidentielles, je peux tout à fait comprendre que chacun veuille y aller. C'est les vertus de la concurrence et moi j'y crois, en économie comme dans la démocratie. Le parti unique c'est la dictature et je ne serai jamais dictatoriale, je suis une grande démocrate. Donc je pense que c'est très bien que plusieurs lignes s'affrontent. Ça améliore chacun est poussé à donner le meilleur de soi-même. En revanche, je crois que chacun d'entre nous, les trois partis, donc les trois lignes principales, Reconquête, LR et le Rassemblement national, on doit être capable de prendre deux engagements clairs. Le premier, et l'UDR de Éric Ciotti aussi. Je le compte avec le Rassemblement national, bien sûr. Le premier, c'est de s'engager à appeler toujours à voter pour le candidat le plus à droite au second tour. C'est ce que les LR n'ont jamais fait. Jusqu'alors, à 20h02, le soir du premier tour, ils ont toujours appelé à voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Malheureusement, c'est aussi ce que n'a jamais fait le Rassemblement national. En 2012, quand il y avait à choisir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, je pense que c'est assez clair pour des gens de droite qu'on préfère quand même Nicolas Sarkozy à François Hollande. Marine Le Pen a refusé de choisir. Ça nous a valu 5 ans de François Hollande et, pour l'instant, 8 ans d'Emmanuel Macron. Donc ça nous a coûté cher. En 2017, quand Marine Le Pen est face à Emmanuel Macron, les journalistes lui demandent « Est-ce que vous appelez les électeurs de François Fillon à voter pour vous ?» Et elle dit « Ah, sûrement pas ». Elle faisait une campagne anti-bourgeoisie, mais j'appelle plutôt les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C'était à un moment où elle faisait une campagne sociale, anti-élite, etc. Donc là encore, on remarque que ça montre une absence de conscience de classe, comme diraient les marxistes, de conscience d'appartenir à un bloc. Est-ce que le RN est de droite ? Un bloc de droite. Est-ce que le RN est de droite ? Vous Bruno posez Retailleau est sans doute. Question, Pascal. Bruno Retailleau est un conservateur libéral et on peut le classer à droite. Est-ce que le RN est de droite ? Marine Le Pen, souvent d'ailleurs, dit « Moi, je ne suis pas de droite ». Oui. Elle peut le dire. Vous avez entièrement raison et vous posez la bonne question. Mais quand on regarde ce que disent ces électeurs, il y a eu un sondage qui a été fait il y a 2 semaines où on demandait aux électeurs de tous les partis « Vous sentez-vous de droite ou de gauche ?» 76% des électeurs du RN répondaient de droite. Malgré une intoxication de ni droite ni gauche depuis des années. 76% de leur électorat se dit de droite. Peut-être que Jules Torres peut nous rappeler combien d'électeurs du RN 78% des électeurs du RN veulent l'union des droites. Chez Reconquête, ça ne nous étonne pas. 95% des électeurs de Reconquête veulent l'union des droites. Donc nous, on est très nombreux. On est presque, c'est unanime. On veut cette union des droites. Donc je disais 2 conditions. La première, toujours appeler à voter à droite, ce qu'ils n'ont pas fait par le passé, ce qu'on est les seuls à avoir fait en 2022. En 2022, malgré tout ce qui s'est passé entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, des mots très durs, une campagne très dure. Certains avaient appelé ça une primaire, tellement c'était tendu entre les deux. Malgré ça, arrive le soir du premier tour, Éric Zemmour dit « On range la hache de guerre, c'est trop important, je fais mon devoir de patriote, j'appelle à voter Marine Le Pen. » Sans rien négocier, sans demander une seule circonscription, le soir même il le fait. Il est le seul de tous les chéquiers politiques à l'avoir fait. Vous n'avez pas un LR, même les plus à droite du moment, même M. Retailleau, etc., qui a appelé à voter Marine Le Pen en 2022. Ils ont laissé Emmanuel Macron gagner. Nous, on l'a fait. On appelle tous les autres à s'engager à le faire. Et deuxième condition, je finis sur ça, sur l'union des droites. Donc première chose, le second tour. Deuxième chose, s'engager dès le lendemain d'élection présidentielle à une plateforme commune pour les législatives. C'est ce qu'arrive parfaitement à faire la gauche. La gauche, il se tire dessus à boulet rouge pendant toutes les campagnes. Arrive le lendemain, ils s'allient. Résultat, ils sont surreprésentés à l'Assemblée parce qu'ils arrivent à ranger la hache de guerre le lendemain. Et il y a sans doute plus de passerelles entre les droites même qu'entre la France insoumise et le PS et la gauche. C'est ça le paradoxe. Mais vous dites que l'union des droites est refusée parce que chacun pense qu'il peut gagner seul.
Vous savez bien qu'il n'y a pas que ça. Les LR, ils sont pas fous. Ils imaginent bien que c'est compliqué. Simplement, depuis 40 ans, vous avez un poids sur celui qui franchit le Rubicon. Vous avez vu comment a été traité Éric Ciotti. Vous avez vu comment, dans le passé, Charles Millon, tout ça vient de Dreux, hein, je crois, avec Jean-Pierre Stirbois, 83, où il y avait des alliances qui pouvaient paraître naturelles, etc. Mais Jacques Chirac a mis ce cordon sanitaire. Jean-François Copé est sur cette ligne. Jean-François Copé, vous lui parlez du Rassemblement national. Je pense que son logiciel, on est au cœur des années 70 pour lui. Un scandale d'ailleurs que ce soit cet homme que Bruno Retailleau nomme à son programme. On apprend ça hier. C'est un des 13 vice-présidents. Il y en a 13. S'il y en a 13, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un. Au programme. Oui. Un homme qui a de tels conflits d'intérêts en matière énergétique sur la question des éoliennes, cet homme-là chargé de faire le programme de LR, moi ça me rassure pas sur LR. Bon, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'il est avocat, il ne peut pas vous répondre là et il demande, il intervient dans un dossier... Dans un dossier sur les éoliennes. Mais en tout cas, il a refusé le moratoire, ce qui est très intéressant. C'est-à-dire que Jean-François Copé, lui, il est pour faire payer les Français. Donc c'est assez étrange quand même. Oui, c'est un homme de centre droit. Si vous avez des hommes politiques qui, comme vous dites, parfois de centre gauche, ont peur de porter le poids de faire l'union des droites, mais comment leur faire confiance pour régler la question de l'immigration ? Comment leur faire confiance pour aller au bras de fer avec l'Union européenne s'ils ont peur de libération parce qu'ils s'allient mais vous savez bien que c'est ça. Mais vous savez bien que c'est ça. Ils ont peur de la doxa qui existe dans ce pays, et quand on franchit le Rubicon, t'es mort. Ils ont peur des postes. T'es mort politiquement, tu deviens un fasciste, un nazi, etc. Ne feront rien sur le reste. Bon, ça c'était le premier sujet. Deuxième sujet, l'audiovisuel public, qui évidemment va nous faire beaucoup parler. Alors, l'audiovisuel public, on peut peut-être voir le sujet de Maxime Lavandier, et puis je vous ai entendu parler d'une boulangerie, je crois, la semaine dernière. Pascal ? Je n'étais pas invité, cher ami, je n'étais pas invité. Mais en revanche, je vous propose de voir le sujet, parce que je ne sais pas si Madame Dati va réussir son coup. C'est pas facile, hein, Ce sera pour grâce à elle. l'union des droites. Si elle y parvient. D'ailleurs, je pense que ça n'est pas la question parce qu'il ne faut pas réformer l'audiovisuel public, il faut le supprimer. Mais peut-être qu'on pourra y revenir. Pour le moment, on est plus sur une réforme. Donc je vous propose de voir le sujet de Maxime Lavandier, on en parle ensemble. Rachida Dati parviendra-t-elle à ses fins ? Dès sa nomination en janvier 2024, la ministre de la Culture s'était emparée du dossier épineux de la réforme de l'audiovisuel, un service public qu'elle juge trop élitiste. L'audiovisuel public appartient à tous les Français. Pourtant, les jeunes et les catégories populaires s'en détournent. Les rapports parlementaires disent depuis 10 ans qu'il faut réformer l'audiovisuel public. Le statu quo n'est plus possible. France Télévisions, Radio France, des médias qui se révèlent toujours plus éloignés des Français et qui pourtant les financent à grands frais, atteignant les 4 milliards d'euros en 2025. Mais au-delà de la question budgétaire, ce sont les partis pris et orientations idéologiques qui posent question, comme lorsqu'un journaliste de France Info avait qualifié les prisonniers palestiniens d'otages. Pour Gilles-William Golnadel, avocat, il n'existe qu'un seul remède à ces dérives. Au regard de la sociologie des journalistes syndiqués, il ne s'agira en tout état de cause que d'une étape, une seule solution, la privatisation. La proposition de loi sur la réforme de l'audiovisuel sera examinée à partir de ce lundi. Les organisations syndicales de Radio France et France Télévisions appellent quant à elles à une grève illimitée. Bon, vous voulez supprimer et privatiser, c'est ça votre idée ? Absolument. Imaginez, dans les années 60, on avait une seule chaîne de télévision. Elle était gérée par l'État et financée par l'État. Pourquoi ? Parce que ça aurait coûté trop cher à n'importe quel acteur du privé de financer une chaîne de télé. Aujourd'hui, on en a 300. N'importe quel youtubeur, vous avez des millions de gens qui font leur propre chaîne de télévision sur YouTube avec un ordinateur et un micro. Ça coûte plus très cher. Donc, il y a un marché sur lequel les barrières à l'entrée sont devenues très faibles. Vous n'avez plus de justification à ce que l'État vienne intervenir dans ce marché, sachant qu'on a déjà énormément de divertissement à côté. À l'heure où on a, comme je vous l'ai dit, des millions de chaînes YouTube, on a Netflix, Canal, Dailymotion, des centaines de plateformes, est-ce qu'on trouve légitime que l'État, avec notre argent, aille payer le salaire des humoristes de France Inter, Madame Anne-Elisabeth Lemoine, Madame Élise Lucet, etc. Quand vous regardez autre chose, vous voyez que vous avez l'État qui, donc, manque de munitions. Vous avez des policiers qui sont parfois obligés d'acheter leurs gilets pare-balles eux-mêmes. Vous avez des commissariats insalubres. Vous avez des hôpitaux où on manque de lits, on manque de défibrillateurs, on doit faire un appel aux dons pour financer des scanners à l'hôpital Georges Pompidou. Mais est-ce qu'on, dans ce contexte, on trouve légitime que l'État vienne financer Cache Investigation, Fort Boyard,
les salaires de Patrick Cohen. Est-ce qu'on trouve ça normal? Moi, l'État, avec l'audiovisuel, me fait penser à un homme au RSA qui a déjà du mal à rembourser ses dettes et à payer sa pension alimentaire, mais qui prend tous les abonnements possibles à Netflix, à Canal, à Spotify. Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable que l'État vienne mettre notre argent là-dedans, alors qu'on a déjà 3 300 milliards d'euros de dettes. Imaginez, sous Emmanuel Macron, on a fait plus 1 300 milliards d'euros. Quelque chose quand même qui est intéressant, c'est le tissu des radios locales de France Inter, et qui sont les radios régionales, qui proposent ou qui devraient proposer... Très à gauche. Oui, alors ça, c'est un autre problème. On va y venir, c'est une sorte de boulanger. Mais au fond, je trouverais ça plutôt bien que ces radios France décentralisées puissent émettre, parce que on est en dehors du circuit du marché, mais là, pour le coup, on pourrait être dans un service public. Et ces radios, elles sont souvent très écoutées en région. Sont très écoutées, et moi, je trouve que jadis, en tout cas, elles avaient un certain écho. J'ai connu Radio François Océan pour en parler à Nantes. C'était une radio qui était écoutée. Le problème, c'est qu'effectivement, maintenant, il y a un parti pris idéologique et politique. C'est ça le souci. C'est le deuxième problème. Le premier, c'est que l'État n'a rien à faire là. Il ne faut plus avoir peur du mot privatisation. Il y a certaines missions dans lesquelles l'État n'a plus rien à faire. Ça n'est plus légitime. C'est possible dans l'histoire. À un moment, c'était légitime que l'État s'en occupe. Ça ne l'est plus. Pour des raisons économiques basiques, comme je vous l'ai dit au début. Vous me dites, elles sont très écoutées. Vous avez raison, mais la PQR est très lue. Et c'est le privé qui la tient. TF1, c'est très écouté. C'est un groupe privé. Vous vous dites que chaque année... Mais là, vous ne pourrez pas faire pour les radios France, tout ça. Déjà, la PQR, elle est en très grande difficulté. Vous ne trouverez pas de ressources. Les gens disaient qu'on ne trouverait pas de ressources pour faire une chaîne comme CNews. À la fin, ça a marché. Oui, mais sauf que les radios France, vous avez 40 journalistes, un nombre par station. Le nombre de journalistes, vous prenez toutes ces stations délocalisées, il y a énormément de monde. Il y en a sans doute. Le budget de Radio France équivaut au budget des 330 radios privées. Voilà, de toutes les radios. Ensuite, exactement. Non, mais c'est très intéressant ce qu'il dit. Ensuite, si notre critère c'est le public, alors vous serez d'accord qu'on ferme France Info demain matin, France Info Télé. Vous serez d'accord qu'on arrête les subventions à l'IB et à l'Humanité, puisqu'ils ne savent pas vivre de leur public. Si le critère c'est le public, on va aller très vite pour écumer et gagner de l'argent. Moi, ce qui me choque, c'est donc qu'on dépense chaque année 4 milliards d'euros. C'est l'équivalent d'un abonnement forcé. Si je vous prends juste France Télévisions, c'est 83 € en moyenne par ménage et par an. Un abonnement forcé qu'on est contraint de payer alors même qu'on ne regarde pas. Je vous raconte mon histoire donc des boulangers, c'est l'histoire que j'avais racontée au Sommet des Libertés. Imaginez un village dans lequel vous avez 2 boulangeries qui sont juste à côté l'une de l'autre. Vous avez une boulangerie à qui on a accordé qu'elle pouvait ne pas payer ses salariés, ne pas payer ses charges, ne pas payer son électricité. Elle a de la farine gratuite toute l'année. Par ailleurs, elle est amie avec le maire. Et le maire a instauré une règle un peu étrange. Il demande à tous les habitants du village de payer dès le 1er janvier le pain de cette boulangerie pour toute l'année, que les habitants le mangent ou pas. Étrange. Vous avez juste à côté une autre boulangerie. Cette boulangerie, elle doit tout payer. Son électricité, son local, elle paye plein pot, toutes ses matières premières, ce qui est à peu près normal. Pas de chance, le maire la déteste. Donc il lui impose des règles supplémentaires, des contrôles d'hygiène. Si elle a le malheur d'ouvrir le 1er mai, 7 500 € d'amende. Et là, on se dit, mais ce pauvre artisan, il devrait faire faillite demain matin. Et pourtant, c'est devant cet artisan qu'il y a la queue. Parce que lui, il a un souci de devoir vendre son pain. Donc il l'améliore, il en fait des bonnes recettes, etc. Il y a la queue devant lui. Nos 2 boulangers, c'est exactement CNews contre le service public. Vous avez d'un côté un service public ami avec toutes les institutions. Ne meilleur pas, Pascal. Ami avec toutes les institutions. Ami avec toutes les institutions. L'Arcom est son ami, il le condamne jamais. Il le condamne jamais parce qu'évidemment, on sait que Mme Lapix et M. Patrick Cohen, c'est le modèle de la neutralité et de l'absence de partialité. Jamais condamné. Ils n'ont pas besoin de la rentabilité. Ils coûtent 4 milliards d'euros tous les ans. Vous avez à côté un groupe comme TF1 qui fait du profit. Donc imaginez. Non, mais c'est intéressant parce que, regardez, Mathieu Gallet, je l'ai eu, Mathieu Gallet, il est pas en France aujourd'hui et je voulais l'inviter ce matin. Il était invité mercredi sur France Inter. Et on va voir cette information qui a été donnée. Il a été décommandé. Et il m'a confirmé, il a été décommandé le mercredi matin, alors que lui, il est pour la réforme de l'audiovisuel. Bon. Et il a été remplacé par Madame Cagé, Julia Cagé, qui se présente comme une professeure à Sciences Po, mais qui est proche de la France Insoumise, et qui a écrit avec Piketty un livre parfaitement inintéressant, un livre Wikipédia économique, qui a été reçu partout, mais qui était juste très mauvais, quoi. Il n'y avait pas grand-chose dedans, bien évidemment. Gauche, on peut le dire. Femme d'extrême gauche. Et quand je dis d'extrême gauche, bon. Et qu'est-ce qui se passe? L'Arcom a dit quelque chose?
Ben voilà. Si elle est saisie, elle dira peut-être. Mais Il faut, bien sûr. Est-ce que quand on décommande un invité le matin comme cela pour le remplacer par un autre invité, effectivement, Mathieu Gallet, il était un peu ennuyeux. Qu'est-ce que vous voulez dire, Elisabeth Lévy? moi, je voudrais quand même vous contredire un tout petit peu. Je vous en prie. Votre diagnostic sur France Inter, France Télé, j'ai rien à dire. Je l'écoute depuis fort longtemps pour m'énerver le matin. Et ça marche. En revanche, je trouve que jeter l'idée même de médias publics et peut-être aller trop vite, parce que ce qu'il faudrait, c'est plutôt une radio, par exemple, pluraliste, une radio qui serait... Non, mais je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est pas le fond, mais comme vous n'y arriverez pas, parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire que la télé qu'on a aimée de l'ORTF, c'était une télévision pluraliste. C'est la télévision de Marcel Julien, où il y avait toutes les sensibilités. Aujourd'hui, vous avez que de l'extrême gauche. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Une information qui échappe, pour le coup, à la publicité et au marché, ça n'est pas en soi. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Voilà. Sur le fond, en théorie, oui. Il vous reste 1 minute de temps de parole parce que vous aviez 15 minutes. Dans les années 80 et que l'audiovisuel public, c'était Bernard Pivot à la télévision et écouter des interviews de Kundera, je vous dis oui. Bon, mais pardonnez-moi. Non, mais moi aussi, j'aime ce temps-là et je regarde ces émissions sur l'INA. Mais quand vous voyez aujourd'hui qu'en réalité, ça revient à payer les humoristes de France Inter et le salaire de Patrick Cohen pour nous insulter, ne soyons pas idéalistes. Ça s'entend, cet argument s'entend. Alors, je voulais vous montrer, là aussi, l'ARCOM pourra peut-être réagir, la prise d'otage de certains journalistes, ou en tout cas de France Inter. Vous allez entendre un podcast. C'est une séquence podcast. Et à la fin, ce podcast, il a été enregistré il y a plusieurs semaines. Et la personne qui fait le podcast ne fait pas grève. Mais il y a quelqu'un derrière qui, au nom de France Inter, dit écoutez, on est solidaire de la grève. Donc tu prends l'antenne pour afficher des positions politiques. Ça me paraît être sanctionnable par nos amis de l'ARCOM. Écoutez cette séquence. C'était Contrevent, une émission réalisée par Charles de Cilia et Antoine Larcher. Toutes les infos sont disponibles sur le site et l'appli de Radio France. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, bon week-end à toutes et à tous. Cette émission a été enregistrée il y a quelques semaines, mais soutien total à la grève contre le projet de holding de l'audiovisuel public. Le beurre et l'argent du beurre. Non, mais je vous assure, mais c'est fascinant. Oui. Je vous assure, ces gens me fascinent, mais ils font ça en toute liberté. C'est fascinant. Je vous assure, le monde de France Inter, c'est un monde fascinant. Le monde de Delphine Ernotte, c'est un monde fascinant. Alors effectivement, tu as envie que ça s'arrête, tout simplement. Elle voudrait montrer la France telle qu'elle voudrait qu'elle soit et pas telle qu'elle est. Bon, c'est écrit. Et moi, ce que je trouve le plus dingue, c'est les doublons. Quand vous savez, on est sur le terrain, parfois, je pense que c'est le cas de Sarah Knafo, quand elle a des micros tendus. Vous avez un micro de France 2, un micro de France 3, un micro de France 5 pour l'émission de Madame Lemoine, un micro de France Info, c'est normal, c'est notre argent. Un micro de France Culture, et vous avez donc 10 micros qui appartiennent au service public et qui font la même chose. Exactement. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que vous pourriez faire une agence... une agence du service public qui a pour le même son le donnerait à toutes les antennes du service public. Parfois avec CNews et Europe. Eh ben je suis d'accord avec vous. C'est un des buts essentiels de cette réforme. Voilà. De la holding qui existe partout en Europe, en Espagne, en Italie, en Suisse. Merci. Mais ça existe partout en Europe. On parle pas. Non, mais on doit rendre la pause. Donc, si vous pouvez me faire tous les pays d'Europe, ça existe partout. Je suis très court dans mes attaques. Oui, je suis d'accord, mais ça existe partout en Europe. Mais si vous écrivez tous les pays, ça, je connais les pays d'Europe. Non, les pays principaux. Oui, bien sûr. Pardon. Mais non, mais vous avez raison. Mais je suis très pressé. C'est parce que d'abord, j'ai le temps de parole à régler. Et donc, je vous voyais dans une énumération de l'Europe, j'ai eu peur. J'ai dit, s'il me fait tous les pays de l'Europe, j'ai la trouille. Bon, pardonnez-moi. Vous avez qu'elle passe la réforme. Vous avez une très jolie veste rose. Oh, il revient là-dessus. Et regardez, est-ce que vous voulez qu'elle pense à boire de l'eau, même si vous n'avez pas soif, Georges? Oui, mais je ne suis pas une personne vulnérable. Ah bon? Oui, mais quand même, pensez à boire de l'eau. J'ai mon petit... Si vous avez... C'est ma minute, là. Pensez à boire de l'eau, même si vous n'avez pas soif. Oui, mais je bois, vous inquiétez pas. Bon, c'est important. Ça, c'est mon petit... ils ont demandé aux... vous êtes au courant? Ils ont demandé à l'école, aux parents, de venir avec leur... Fantastique. Merci Sarah Knafo, parce qu'on est en temps de parole, on est limité. Merci. Je remarque quand même que vous avez un certain succès sur les émissions de télévision, et je vous ai vu avec 3 consoeurs remarquables de France Info l'autre jour que vous avez mises en difficulté. La trilogie. France Info, France Inter et Le Monde. Je ne sais pas si avant vous avez remarqué, les gens ont peur de vous un petit peu. Écoutez, je suis invitée sur France Info cet après-midi, mais ils me disent qu'ils vont peut-être annuler à cause de la grève.
Oui, mais autrement, j'ai l'impression qu'ils ont un peu peur de vous parce qu'ils se disent cette jeune femme est brillante, en fait, elle est intelligente et ça va être difficile de la contrer. C'est pas, ils ont peur, hein. Bah écoutez, qu'ils le fassent quand même. C'est important. Bon, merci. C'est important d'avoir en politique des jeunes gens qui s'engagent et qui ont de la qualité. À gauche comme à droite, bien évidemment. À gauche, on pourrait citer de nombreux noms. D'ailleurs, vous en avez plein. Vous en avez plein. J'imagine que vous allez en trouver. Nathan Dever. Qui à gauche, par exemple, vous plaît aujourd'hui dans la jeune génération, à qui vous trouvez des qualités intellectuelles, morales, pourquoi pas? En personne engagée politiquement? C'était ma question. Ou en essayiste ou en intellectuel, c'est pas la même chose. Non, en personne engagée politiquement, pas trop. Pas trop. Bon, merci. Merci. On marque une pause. Emmanuel Razavi est avec nous. Alors, vous êtes le premier invité qui n'a pas parlé sur un plateau depuis une heure. En fait, je vous écoute. J'étais passionné par ce que disait Sarah Knafo sur le service public. Exactement. Aussi. Si vous voulez donner la carte de l'Europe, n'hésitez pas. La pieuvre de Téhéran, Emmanuel Razavi. On revient dans une seconde. Mais je vais parler après, je vous le promets. À tout de suite. Merci, Sarah. Merci à vous.